Bonjour chers collègues. Oui, la base de presque tous, en tout cas la base de ma spécialité, raison pour laquelle ça ne sera pas possible de vous parler de tout ça dans 15 minutes. Bon, alors ce sujet a quand même une certaine actualité, comme vous voyez bien, début de l'année, on a vu les photos comme ça, les problèmes de peau graves causés par des masques pendant la crise de Covid. Notre équipe a donc mis sur place une consultation pour nos collaborateurs et collaboratrices ici au HGG. Il y a un point fort et il y a un point faible ici. Le point fort est, on parle des mains et pas de visage. En fait, pendant ces consultations, on a vu environ 10 fois plus des eczémas de mains que des problèmes de visage. Le point faible, il faut le dire, que le bureau de communication n'a pas permis à nous de choisir l'image clinique, alors je peux vous assurer en fait pas la cosmétologie en dermatologie. Voilà mes conflits d'entrée. Et l'agenda, je vais parler a priori des maladies inflammatoires. Je parle des définitions, c'est quoi la différence traitement de base, traitement topique. Le raisonnement, pourquoi utiliser tout ça? Est-ce qu'il y a vraiment des données? Est-ce que ça représente la médecine evidence-based? Et finalement, si j'ai encore le temps, deux exemples comment faire pratiquement. Les messages clés déjà maintenant, il y a aussi d'autres modalités que le cortisone. Voilà, toujours la même maladie, 3 âges différents, 3 sites anatomiques différents, 3 traitements complètement différents. Ceci pour vous dire que le type de peau, la localisation et le stade de la maladie sont décisifs pour la décision thérapeutique. On ne peut pas traiter tout ça avec une pommade, je ne sais pas, mométasone et bouffe. Ça ne suffit pas et ça ne marche pas. Pour cette raison, on a une grande diversité des produits et parfois, ça a l'air d'être un peu redondant. On a le même molécule 2 fois, 3 fois, mais la différence, c'est vraiment la galénique, la formulation. Pour nous, ça fait une très, très grande différence si on utilise une crème ou une pommade, toujours avec peut-être le même molécule active là-dedans. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Il faut définir l'objectif de notre intervention. Alors pour commencer, on veut certainement déjà assurer que le produit ne reste pas aux surfaces de la peau. Alors il faut déjà assurer une bonne pénétration ou même une perméation. Ça dépend un peu de la localisation de la pathologie. Après, il faut libérer la molécule active de la formulation pour que ça fasse son travail. Et parfois, c'est nécessaire que ça soit absorbé par une structure ciblée. Principalement, il faut donc passer la barrière de l'épiderme. Et pour ça, on a deux possibilités. Il y a une route hydrophilique et lipophilique. Et ça ouvre donc déjà la porte pour pas mal de différences au niveau de galénique. Et je peux vous assurer que même dans nos jours, il y a encore des innovations importantes qui augmentent, améliorent, optimisent la formulation de toujours le même principe actif, mais ça change vraiment réellement quelque chose dans notre vie quotidienne. Bon, on est où par rapport au traitement de base et la thérapie locale? Je vous ai présenté ici, je présente ici deux exemples des guidelines de très haut niveau, S3, une fois le psoriasis, une fois dermite atopique. Et vous voyez bien que déjà, le traitement des bases, c'est considéré être part de notre thérapie de n'importe quel patient avec un psoriasis. Après, le traitement topique, c'est utilisé aussi pour tout le monde. Est-ce que ça suffit comme monothérapie ou pas? Ça dépend de la sévérité. Quand on regarde la guideline pour la dermite atopique, il y a toujours un traitement de base prévu, et après on commence avec des traitements topiques, etc., etc., etc. Bon, quelle est la différence entre les deux? Un traitement de base, ça représente tout ce qui est non spécifique, alors pas vraiment ciblé, ça renforce plutôt le fonctionnement de la peau en tant que barrière. On a plusieurs principaux importants, on a l'urée pour vraiment hydrater la peau. Alors ça c'est important parce que je sais que pas mal de gens utilisent la vaseline et pensent que ça représente la uréhydratation. Non, ce n'est pas le cas. Alors on parle de l'eau et pas de gras. Hein. Après, on a l'acide salicylé pour la kératoluse. Je vais vous démontrer que c'est vraiment clé.
On a des céramides pour le maintien de la barrière cutanée et encore plusieurs autres stratégies. Et tout ça représente des mesures non spécifiques, dont traitement de base. À l'autre côté, on a les vrais traitements topiques. Ce sont des effets spécifiques ciblés aux éléments de la physiopathologie qu'on souhaite à traiter. Alors, par exemple, une maladie inflammatoire, là, on a la classe des inhibiteurs de calcinurine ou des dermocorticoïdes, ou d'autres comme les dérivatifs de vitamine D. Bon, alors pourquoi est-ce qu'on a encore et toujours les traitements de base, traitements locaux? Déjà, heureusement, la plupart de nos cas, la plupart de nos patients souffrent d'une manifestation d'une maladie relativement localisée, alors en surface pas trop grand, touché par la maladie, et ça permet bien sûr une thérapie locale pour éviter tout effet secondaire systémique. Les thérapies de base et topiques sont, comme je vous ai démontré dans le contexte des guidelines, considérées suffisantes pour les manifestations légères. Là, on peut les utiliser même en monothérapie, mais en tout cas, sont toujours à utiliser dans le contexte des traitements systémiques pour des manifestations modérées à sévères. On connaît toujours le problème qu'il y a ce plat qui résiste sur le genou malgré un traitement systémique, alors pourquoi pas ajouter un traitement topique pour résoudre ce problème-là. La deuxième raison pour notre appréciation pour les traitements plutôt topiques, ce sont des différentes patientèles, disons. Imaginons un patient VIH positif, imaginons des patients qui ont ou ont eu dans leur anamnèse récente un malignome, par exemple, ou les femmes enceintes. Alors, tout ça, ce sont des groupes qui pourraient profiter d'une thérapie plutôt locale à la place d'une thérapie systémique. Alors, parlons maintenant vraiment de la pratique, comment faire. Voilà déjà une étude qui souligne que ça marche. Ceci, c'est une comparaison d'une thérapie locale avec un dermocorticoïde ou une thérapie, entre guillemets, comme il faut, dermocorticoïde et traitement de base, dans ce cas-là, en céramide. Vous voyez bien que le fonctionnement de la peau en tant que barrière physico-chimique est reconstitué beaucoup mieux sous la thérapie en combinaison. Ça, c'est la combinaison. On mesure ici transepidermal water. Alors ça, c'est le paramètre clé qui permet de mesurer un peu le fonctionnement de la peau en tant que barrière. Alors, c'est nettement supérieur vis-à-vis d'une thérapie qu'avec les dermocorticoïdes. Et ici, ça, c'est notre score pour la sévérité de psoriasis, Psoriasis Area and Severity Index. Vous voyez, oui, bien sûr, les dermocorticoïdes fonctionnent, mais la combinaison avec un traitement de base fonctionne encore beaucoup mieux. Ça fait 2-3 ans que Cochrane a analysé ce problème de traitement de base et la conclusion, elle était assez claire. Les traitements de base fonctionnent. Il y a moins de RH, il y a moins des épisodes actifs de la maladie, il y a beaucoup plus des périodes plus longues sans aucun problème au niveau de la peau. Et dès que la maladie pousse, on a besoin de beaucoup moins de dermocorticoïdes pour gérer le problème. C'est clair que la combinaison d'un traitement de base avec un traitement actif topique donne les meilleurs résultats. Par contre, ce qui est aussi clair, et on ne peut pas dire ça, c'est le meilleur produit, et c'est clair parce que sur un marché, quand on a vraiment quelque chose qui marche mieux que tous les autres produits, on ne trouve que ce produit-là. En réalité, la moitié d'une pharmacie est remplie des produits pour redater, nourrir, etc., la peau. Alors, en traitement de base, ça fait sens. Quel traitement de base? C'est très individuel. Voilà 3 produits qui sont en tout cas parfois remboursés. C'est un aspect bien sûr important, particulièrement pour les patients avec un problème chronique de la peau. Avec temps, ça coûte quand même pas mal d'argent. Alors l'anti-dry, ça c'est quelque chose qui attaque un peu les démangeaisons. Le Dexeril et l'Exipial, ce sont des traitements classiques pour vraiment rehydrater la peau, pour renforcer la peau en tant que barrière physico-chimique. Parlons maintenant vraiment des thérapies topiques, y compris les sites parfois un peu compliqués à traiter.
Il y a pas mal de modalités. En réalité, je dirais, il y a vraiment 3 piliers classiques de la thérapie topique. Je l'ai déjà mentionné, ce sont les inhibiteurs de calcinurine, tacrolimus, pimecrolimus. Donc le protopique et l'idéal, malheureusement, on n'a que les 2 sur le marché. On a beaucoup plus de dermocorticoïdes et finalement, on a des dérivatifs de vitamine D, classiquement en combinaison fixe avec un dermocorticoïde, parce qu'on sait qu'il y a une synergie entre les 2. On peut traiter un peu n'importe quoi. Est-ce que c'est vraiment le cas? J'ose dire que certaines manifestations nécessitent peut-être quand même plutôt un traitement, au moins une photothérapie, parfois vraiment une thérapie systémique. C'est vrai pour les manifestations sévères au niveau des mains et des pieds, des eczémas palmoplantaires. On ne veut pas perdre trop de temps avec un effort qui ne marche pas suffisamment bien parce que ça fait mal. Je vous le montre dans quelques minutes. Au niveau des ongles, je mets beaucoup de points d'interrogation parce que les données ne sont pas bien, on peut essayer, mais quand on a vraiment une attente importante des ongles, il faut considérer un traitement systémique parce que tout ce qu'on peut vraiment influencer, c'est le renouvellement de l'ongle, ce n'est pas l'ongle qui est déjà malade, ça reste comme ça parce que c'est une structure annexielle, c'est mort si vous voulez. Il y a des limitations de traitement topique, c'est clair. Alors, tout le monde connaît le problème de l'atrophie de la peau induite par les glucocorticostéroïdes. C'est une réalité. La bonne nouveauté est que c'est initialement réversible. Donc, la stratégie doit être de les utiliser court terme, c'est-à-dire maximum quelques semaines, et de choisir une molécule avec un index thérapeutique haut, c'est-à-dire quelque chose qui est efficace, avec un potentiel pas trop important de induire cette atrophie. En grand classique, c'est le prednicabad, l'autre c'est le mométasone, que vous trouvez par exemple dans le Monovo ou le Elocom. Il faut aussi parler des effets systémiques. Ce n'est pas vrai qu'on ne peut pas induire des effets systémiques secondaires à cause d'une thérapie ou par une thérapie locale. Ça dépend de la surface de la peau qu'on traite, particulièrement si le fonctionnement de la peau en tant que barrière est empêché. Alors, il y a pas mal de rapports de cas de maladie de Cushing ou d'ostéoporose induite par des traitements topiques des glucocorticoïdes. Alors, il faut bien limiter la durée et la surface du corps traité. La combinaison fixe, je l'ai mentionné déjà, bêta-médazone et calcipotriène qu'on utilise beaucoup. Il y a des limitations concernant la durée pour des raisons de dermocorticoïdes et dosage parce que la vitamine D peut avoir aussi des effets systémiques. Il y a un black box warning de la Food and Drug Administration concernant les inhibiteurs de calcinurine et en bref, ceux qui ont regardé et revisité les données ont dit ça c'est death of common sense, ça fait aucun sens de parler du fait que ce type de molécule peut peut-être causer des cancers, des lymphomes, de leucémie, etc. Entre-temps, il y avait beaucoup des analyses très systématisées. Je ne demande pas que vous lisiez les chiffres là. C'est juste pour vous dire qu'on a revisité plus ou moins tout registre au monde. On n'a pas trouvé la moindre évidence que des traitements topiques par des inhibiteurs de calcinurine augmentent le risque pour n'importe quel malignant. C'est-à-dire, il y a parfois des effets secondaires par ce qu'on dit ou écrit, parce que beaucoup des collègues n'ont plus osé d'utiliser les inhibiteurs de calcinurine. Ils ont remplacé cette classe par d'autres molécules avec beaucoup plus des effets secondaires. Alors ça, c'était peut-être pas l'idée, l'intention de l'FDA, j'espère en tout cas. Bon, il y a une forte différence entre les 2 classes concernant les effets anti-inflammatoires et ça a aussi des effets, des conséquences pour la prise en charge des patients. Tous les 2 sont anti-inflammatoires, mais vous voyez ici que la population des cellules langerhancielles n'est pas touchée par les inhibiteurs de calcinurine. Par contre, il y a une forte diminution, il y a presque plus de cellules langerhancielles dans l'épiderme des patients traités avec des glucocorticoïdes. Vous voyez ça aussi pendant une phase de 3 semaines. Ça, c'est l'effet des inhibiteurs de calcinurine. Ça, c'est l'effet d'un dermocorticoïde. Par contre, il n'y a pas trop de différence
concernant la diminution des cellules T dans l'infiltrat dans ces lésions. Et la conséquence est qu'il y a moins des infections cutanées sous un traitement avec un inhibiteur de calcinurine vis-à-vis d'un dermocorticoïde. C'est un facteur majeur quand on traite un eczéma atopique, par exemple. Voilà, finalement, deux exemples pour parler de notre stratégie en pratique. Vous voyez de nouveau deux manifestations très différentes de la même maladie. C'est un eczéma, une fois au niveau visage, plutôt aigu, une fois au niveau des mains, plutôt chronique. Et on va certainement traiter différemment les deux manifestations. Alors, comment traiter ça? Je vous laisse réfléchir quelques secondes. Oui, on peut utiliser un dermocorticoïde, mais pas trop fort. Alors, pas en classe 4, pas le Dermovat ou quelque chose comme ça. Alors, maximum classe 3 peut être de nouveau, pourquoi pas, le mométasone. Plutôt une crème, pas de pommade, parce que c'est exclusif, ça cause une irritation. Et après, on switch très rapidement vers un inhibiteur de calcinurine. De nouveau, peut-être une crème. Dans ce cas-là, on est obligé d'utiliser les LDL parce que le protopique n'existe que sous forme de pommade. On organise, si vous voulez, un relais. On utilise les points forts des deux. Les dermocorticoïdes sont plus rapides. Et après, les inhibiteurs de calcinurine n'ont pas les effets secondaires à la langue. Ici, bon, déjà, est-ce qu'on essaie de traiter localement? On peut, bien sûr. Ceci dit, entre parenthèses, il y a des traitements systémiques autorisés pour les eczémas de main sévères. Alors, ce n'est pas toujours la surface qui décide si une manifestation est sévère ou pas. Vous voyez bien les fissures, les regards, ça fait mal. Ces patients ne peuvent plus utiliser les mains. Et si ça se manifeste au niveau des pieds, on ne peut plus marcher, on ne peut plus se déplacer. Alors, c'est quand même très sévère une telle manifestation. Alors ici, pour commencer, il faut vraiment assurer la pénétration de molécules. Alors, on commence avec quelques jours de kératoluse avec la vaseline salicylée, mais vraiment en concentration importante, pas 2, 3, 5%, c'est homéopathie. Très court terme, après vraiment en dermocorticoïde, cette fois-ci, oui, pourquoi pas en dermocorticoïde classe 4 pour faire avancer les choses, toujours en combinaison avec un traitement de base pour redonner un peu d'élasticité à la peau pour que la peau ne craque pas. Et après, de nouveau, on switch dès qu'on a contrôlé la phase aiguë de cet eczéma chronique vers un inhibiteur de calcinurine. Si c'est quelque chose, et très souvent, ce sont des eczémas très, très chroniques récidivantes, on peut réfléchir, on peut imaginer un traitement proactif. Pourquoi attendre que la maladie revienne? On sait que c'est juste une question de temps. Alors, on peut implémenter un protocole proactif 2-3 fois par semaine, par exemple, et finalement, pas oublier attaquer la cause. Est-ce qu'il y a peut-être une allergie? Est-ce qu'il y a une maladie professionnelle qui se cache derrière? En résumé, un traitement de base fait partie intégrale d'une bonne stratégie thérapeutique. Une thérapie topique est indiquée pour des manifestations légères, dans ce cas-là, monothérapie, ou en combinaison pour des manifestations plus importantes de beaucoup des maladies inflammatoires chroniques comme l'eczéma atopique ou le psoriasis. Les piliers, oui, les glucocorticoïdes, mais aussi les dérivatifs de vitamine D et bien sûr les inhibiteurs de calcinurine. Et finalement, pas mal de nos patients avec des problèmes particuliers ou pendant une phase particulière de la vie, comme une grossesse, profitent d'une thérapie topique pour éviter une exposition systémique à nos thérapies. Avec ça, je m'arrête. Merci beaucoup pour votre attention.